Avec plus de 3700 membres et ses 5 divisions en constante évolution, Groupe coopératif Dinaco de la Pocatière est une coopérative innovante. Groupe coopératif Dinaco, partenaire officiel de l'émission Le Pied Ferme. Aujourd'hui, nous allons parler de tourbe. Et pour ce faire, on rencontrera une porte-parole de l'Association des producteurs de tourbe horticole du Québec. Également, nous parlerons avec un porte-parole des tourbières Berger et de Saint-Modeste. Madame Léné, on est dans une région particulière et dans un secteur particulier, c'est-à-dire dans un secteur tourbière. Pouvez-vous expliquer qu'est-ce qu'une tourbière? Une tourbière, en fait, c'est un milieu humide, comme un étang, un lac, un marais. Donc, avec un fond étanche où il y a accumulation d'eau. La différence avec la tourbière, c'est que c'est des matières, c'est des végétaux qui se décomposent et qui créent donc un sol organique, une accumulation par le bas. Puis, c'est la création donc de la tourbière. OK. Fait que à la base, dans une tourbière, ça prend de l'eau et ça prend des végétaux. Oui. Quel genre de végétaux on retrouve habituellement dans une tourbière? Donc, c'est la sphaigne. C'est ça le végétal, la superstar des tourbières, c'est la sphaigne. Okay. La sphaigne, c'est une invasculaire. Donc, c'est une petite plante sans racines. Elle se gorge d'eau par capillarité, donc par contact. Ce qu'elle a de spécial, c'est qu'elle pousse vers le haut. La partie du bas meurt et se décompose et crée une accumulation. Ah, OK. L'accumulation, c'est la tourbe. Et la partie du dessus, donc la partie vivante, reste la sphaigne. OK. Lorsqu'on regarde au niveau des tourbières que l'on rencontre du côté québécois, c'est souvent de fois des grandes étendues brunes où il n'y a pas du tout de végétation. Fait que là, on est en récolte ou en cueillette ou en récupération de la tourbe. Oui, on est en production de tourbe horticole. OK. Donc, les tourbières, il y en a deux sortes, la minérotrophe et l'ombrotrophe. Okay. L'ombrotrophe se nourrit donc par l'eau de pluie et elle crée un bog. Donc, c'est une tourbière qui gonfle et qui gonfle par la croissance de la sphaigne. Okay. Puis, à un certain stade, il y a une accumulation de beaucoup de tourbes en dessous et elle devient donc intéressante pour le milieu de la production horticole de tourbe. Okay. Donc, quand un producteur procède à l'ouverture d'une tourbière, ombrotrophe, la première chose à faire, c'est de drainer. Parce que la tourbe, c'est une éponge gorgée d'eau. Donc, on ne peut pas vraiment y accéder facilement avec les machineries. La première chose à faire, c'est de drainer. Ce qu'on fait tout simplement, c'est on crée un fossé, puis le surplus d'eau donc commence à s'évacuer par le drainage principal. Okay. Ensuite, on crée des drainages secondaires. Ça fait la formation des planches. Ce qu'on voit là, quand on passe près d'un site là, en récolte, on voit des planches qui ont une largeur à peu près de 10 mètres. Okay. Donc, à chaque 10 mètres, on fait un drainage, tous perpendiculaires les uns aux autres, qui mène à un drainage principal pour qui évacue l'eau. OK. Lorsqu'on parle de drainage, est-ce qu'on parle de drainage souterrain ou drainage de surface avec des fossés? C'est des drainages de surface qui ont à peu près, je dirais, à peu près 3-4 pieds de profond. OK. Puis, à fur et à mesure qu'avance la récolte de la tourbe, bien, à chaque automne, par exemple, on va procéder donc au nettoyage du drainage, puis on rabaisse. OK. Ouais. Puis les planches, comme on appelle les espaces, les parcelles créées, les planches de récolte sont bombées. Okay. Donc, on leur donne un profil bombé. Ça aide donc à l'évacuation de l'eau. Pour l'assèchement de la surface. Et voilà. Puis, on a une des sphagnes donc, qui fonctionne le mieux pour la restauration. C'est Fuscum rubellum. Qui est gorgée d'eau. Oui. C'est une petite sphaigne qui, elle, comme on voit, c'est gorgée d'eau. Ça fonctionne. Donc, une bonne éponge. Fuscum rubellum, qui, elle, a une plus grande tolérance des fois à la sécheresse que d'autres sphagnes. C'est une sphaigne, donc, de butte. Parce que dans une tourbière... Le terrain n'est pas nécessairement plat. Pas nécessairement plat. Donc, on a des buttes, on a des grandes platières, mais on a aussi des dépressions. Puis, chaque mousse, chaque sphaigne va choisir donc son milieu là, de vie. Certaines vont aller dans les mares, comme Cuspidata. Puis ça, c'est Sphagnum rubellum qui, elle, fonctionne très bien en restauration. OK.
Fait que c'est vraiment, puis vous avez expliqué tout à l'heure qu'on n'avait comme pas nécessairement de partie racinaire. Fait que c'est vraiment, c'est déposé sur le sol, si on peut dire, et ça pousse. Il faut savoir que on n'a pas besoin de réintroduire la sphène comme ça, comme OK. on plante, emporte une plante normale. OK. Ce qu'il faut faire, c'est donc, elle est déchiquetée au rotoculteur. OK. Chaque petite partie de sphène, Va pouvoir. oui, si elle a un OK. contact avec la tourbe, va recréer un bourgeon, OK. donc le petit bourgeon du haut, puis va recréer un individu qui va OK. pousser. Fait que c'est très productif, ça fonctionne bien. Quand on arrive au niveau de la récupération de la tourbe, on utilise des machines assez particulières. Oui, les aspirateurs. Donc, OK. on se prend un petit peu des fois sur la Lune parce qu'il y a différents modèles d'aspirateurs. Dans le temps, donc, ça se faisait par coupe à bloc. Ici, au Québec, avec le climat et tout ça, la méthode qui est devenue la plus répandue, c'est par aspirateur. Donc, la première étape, c'est comme quand on fait les foins. OK. Il faut passer la herse. Il faut qu'il fasse beau, il faut qu'il y ait un petit vent, pas trop non plus venteux. On passe la herse, puis ça crée un assèchement plus rapide, donc la surface de la tourbe. Puis 3-4 jours plus tard, des fois, quand ça va très bien, une journée plus tard, on va passer un aspirateur. OK. Il y a des aspirateurs en 1 tête, 2 têtes qui sont tirés par un tracteur. Puis il y a aussi maintenant des aspirateurs donc automotrices avec 4 têtes. Donc ça, c'est les grandes machines là, qu'on voit des fois là, sur des sites en récolte. OK. Lorsqu'on a été chercher la tourbe au niveau de la parcelle, il y a du traitement qui doit être fait par la suite au niveau de la tourbe. Oui. Première chose importante à mentionner, c'est qu'à chaque passage, l'aspirateur va récupérer une infime partie là, de tourbe, là, quelques millimètres. Là. OK. Donc, dans une année, on peut récolter quelques centimètres de tourbe. Là. C'est vraiment, chaque passage, on récolte juste les petites fibres du dessus qui ont eu le temps de sécher. OK. Les aspirateurs vont transporter ça sur le côté des planches. On crée des meules. Puis, dépendamment de où on se trouve, s'il y a une usine ou un centre de conditionnement proche, des fois, on transporte tout de suite la tourbe à l'intérieur, donc des usines. Puis là, il y a du conditionnement. Donc, on tamise, on enlève les racines, puis on met des intrants. Donc, des fois, c'est des fertilisants, de la perlite, de la vermiculite, des choses pour améliorer l'aération. Donc, pour créer là, les produits de tourbe qu'on trouve en magasin ou les produits de tourbe qu'on utilise là, dans les grandes serres. Là. OK. Fait que la tourbe, règle générale, est surtout utilisée au niveau culture horticole Oui. ou de rempoter les petites plantes avant les semis dans les jardins, etc. Oui. Donc, OK. la tourbe horticole du Québec, c'est la principale utilisation qu'on en fait. Quand on fait la restauration au niveau de la tourbière, il doit y avoir des étapes très précises qu'on doit aller dans un ordre chronologique? Oui. Donc, la première chose à faire quand on fait la restauration, c'est préparer le terrain. Donc, on a le profil bombé des planches. OK. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer une vis sans fin. On va aplanir la planche pour qu'il y ait une répartition égale de l'eau sur le OK. site. On sait que la sphène, donc, c'est une plante qui a pas de racines, donc elle se gorge d'eau par contact. Donc, il faut vraiment avoir une bonne répartition de l'eau. On aplanit la planche. Ensuite, on va chercher du matériel végétal dans un site d'emprunt. À l'ouverture d'une tourbière, le producteur va réserver une certaine partie de sa tourbière naturelle en vue de la restauration. Donc, on y va, on prélève la sphène, le matériel de surface, et c'est que les 10 premiers centimètres qu'on récolte. OK. Parce que c'est la partie vivante et parce que on prélève pas trop pour que la zone naturelle puisse Rester repousser. vivante, si on Ouais. peut dire. Au bout de 5 ans, des fois 3-5 ans, là, on voit là, que la sphène a repoussé puis le milieu s'est rétabli. OK. Donc, on emprunte 1 mètre carré pour restaurer 10 mètres carrés sur le terrain. OK. Donc, on y va avec un rotoculteur. On rotoculte les 10 premiers centimètres. On les transporte près du site à restaurer. OK. Donc, le milieu a été aplani. Maintenant, on procède à l'épandage. Donc, des sphènes. On peut prendre tout simplement là, des épandeurs conventionnels ou européens ou conventionnels. Donc. Puis, on étale la sphène. Et ensuite, la sphène doit être protégée du soleil et du vent à cause du dessèchement. Donc, on épand aussi une couche de paille. OK. Donc, ça, c'est les 2 premières étapes. Ensuite, ce qu'on fait, c'est on bloque les canaux de drainage. OK. Une tourbière va se gorger rapidement d'eau. Donc, on bouche les canaux de drainage une fois que la restauration est terminée. Puis, une bonne pluie, puis whoop, on voit que la nappe phréatique remonte OK. assez rapidement. OK. Ce qu'on veut, c'est une nappe phréatique à moins 20 cm OK. pour que la sphène ait un bon contact avec l'eau. Puis, on peut aussi épandre un fertilisant, la roche phosphatée.
Ce que ça amène, c'est un établissement plus rapide du polytrique. Le polytrique est une autre mousse qui, elle, n'est pas nécessairement accumulatrice de carbone ou créatrice de tourbe. Mais le polytrique est intéressant dans la restauration parce qu'il stabilise le sol. Parce qu'avec le gel et des gels, s'il y a des formations de glaçons, la tourbe peut décoller. Puis la sphinx qui est au-dessus va se mettre comme à flotter, puis elle va perdre le contact avec l'eau. Puis des fois, là, on a des problèmes là, avec l'établissement de la sphinx dans les premières années. Donc, on peut fertiliser ou ne pas le faire. C'est toujours au choix du producteur. Puis, en fait, la restauration comme telle est terminée. OK. Oui. OK. Fait que c'est très... Ça peut sembler simple, simpliste, mais il faut toujours penser qu'on est dans une tourbière. Donc, ça. des fois, avec les tracteurs, on peut s'enfoncer s'il y a trop d'eau. Fait que, puis, des fois, le temps pour la restauration et l'ouverture, la fenêtre là, pour la restauration peut être très mince, dans le sens où c'est à la fin des récoltes, il faut avoir la disponibilité de la main-d'œuvre, la disponibilité de machinerie, il faut avoir de la paille. Puis là, des fois, les pluies d'automne arrivent, puis des fois, des petites complications, mais la technique fonctionne très bien, en fait. On a des beaux résultats. Fait qu'on peut dire aujourd'hui qu'avec les producteurs qui entreprennent de la restauration de tourbières, que ça devient un milieu qui était et qui est encore très vivant. Oui. OK. C'est un milieu très dynamique, puis quand on ne fait rien, quand on n'intervient pas, ça peut être très long. Comme ici, on le voit là, directement autour de nous, là, c'est une planche témoin. Donc, c'est ce qui arrive quand la récolte est terminée et qu'on n'intervient pas. Fait qu'on voit, après des dizaines d'années, donc, encore de la tourbe à nu, les racines, puis la végétation qui a repris, c'est l'Irioforum, donc la négrette, puis c'est la forêt qui envahit. Mais on remarque que quand on fait l'effort de la restauration, c'est très rapide. Après 5 ans, on peut espérer un couvert végétal de type tourbière complet. Ah oui, OK. Donc, après peut-être 10 ans, maintenant, on fait beaucoup de mesures de recherche là-dedans. C'est les flux de carbone. Donc, le flux de carbone est inversé. Donc, la tourbière, au lieu d'émettre du carbone, elle commence à capter. Ce qui est très rapide, disant, donc, dans un cycle de tourbière là, de vie complet, là, disant, oups, on se remet à capter. OK. Puis, même chose pour les fonctions hydrologiques, donc la nappe est rehaussée, on crée des membres, on crée de la diversité, on crée de la vie. Puis oui, effectivement, on inverse ça, le stick assez rapidement. La Financière agricole du Québec est une organisation de première ligne dans le développement du secteur agricole et agroalimentaire au Québec. La Financière agricole du Québec, 1-800-749-3646. Depuis 1982, la MRC de Kamouraska favorise le développement local et le soutien à l'entrepreneuriat sur son territoire. La MRC de Kamouraska, fier partenaire de l'émission Le Pied Ferme, 88 492 1660. La Financière agricole est fière de commanditer cette capsule vétérinaire. Nos solutions d'affaires, tant en financement qu'en assurance et en protection du revenu, assurent le développement et l'avenir des entreprises agricoles d'ici. 1-800-749-3646. Docteur Saint-Jacques, on est à la ferme, mais dans un endroit particulier. Oui, ici, on est dans une pouponnière où sont placés les veaux à la naissance jusqu'à l'âge de 2 mois. Ils peuvent avoir les soins appropriés de façon relativement stricte là, pour permettre un contrôle des maladies. Quand on parle de soins appropriés, il y a aussi un genre des interventions qu'on peut faire au préalable, même avant la naissance du veau. Oui, parce qu'il faut se dire que pour qu'un veau soit en bonne santé, il faut que la mère soit en bonne santé quand elle est en gestation. Fait que la préparation de la vache pour le vêlage est important. Un veau en bonne santé dépend d'une mère en bonne santé. OK. Les soins qui sont apportés de façon précise au veau, une fois qu'il est né, c'est quoi les... La première chose qui est importante, c'est le premier lait qu'il va consommer, le colostrum. Chez la vache laitière ou chez la vache de boucherie, peu importe, chez les ruminants, il n'y a pas de transfert d'anticorps durant la grossesse, durant la gestation. Les anticorps ne sont transmis que par le colostrum. Un veau qui ne reçoit pas son colostrum est déjà mal préparé à rencontrer les microbes de l'environnement. Tandis qu'un veau qui reçoit son colostrum, à ce moment-là, suffisamment tôt après la naissance, on dit dans les premières heures, et d'une quantité suffisante, on dit de 2 litres dans les premières heures, va avoir à ce moment-là un transfert des anticorps de la mère par le colostrum au veau. Donc, il pourra réagir aux microbes de l'environnement rapidement pour éviter, par exemple, les diarrhées et les pneumonies qui sont relativement fréquentes chez les jeunes veaux. On ne pense pas que le veau a besoin d'eau. On dit qu'il y a du lait. Mais regardez les chaudières, il y a de l'eau dans ces chaudières-là. C'est que le veau a besoin de s'hydrater.
Si on donne, par exemple, de 4 à 6 litres par jour à un veau et des fois plus, parfois, il y a besoin de plus que ça pour pouvoir être bien hydraté puis bien résister aux maladies. Fait que donc, les premiers soins, c'est le lait de qualité en quantité suffisante, mais également de l'eau en quantité suffisante. Et on commence graduellement à le nourrir avec de la moulée. Il ne faut pas oublier qu'un veau, à la naissance, ce n'est pas un ruminant comme la mère. Il y a de la difficulté à bien digérer le foin. Fait que les premières choses qu'il doit manger, c'est des concentrés, des grains. Okay. Donc, on donne de la moulée et le veau, graduellement, va commencer à digérer ces grains-là. Puis quand il va vieillir, on peut commencer à lui apporter du foin pour lui permettre de mieux s'alimenter, devenir un ruminant de façon normale. Que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, il y a des conditions ambiantes qu'il faut s'assurer d'avoir. Oui. Propreté, hygiène, ventilation. La ventilation à l'extérieur, la ventilation naturelle. À l'extérieur, l'avantage, c'est qu'on déplace constamment les huttes, on les nettoie, on les déplace dans l'endroit où il n'y a pas eu d'eau de veau. Parce que la maladie, des fois, se propage d'un veau à l'autre dans le même enclos. Un veau malade va contaminer un enclos. Si ce n'est pas bien désinfecté, on perd le contrôle. L'autre veau qu'on va mettre là-dedans va attraper le même microbe que le premier a eu. C'est ça. À l'extérieur, en déplaçant les huttes, puis en nettoyant les huttes, à ce moment-là, on est dans un milieu neutre ou stérile jusqu'à un certain point. C'est ça, exact. Plus propre, tout au moins. Le créneau, au niveau québécois, comment on pourrait décrire le créneau? L'Association des producteurs de tourbe horticole du Québec existe depuis 1964. Elle regroupe les principaux producteurs de tourbe horticole au Québec. Okay. Depuis 2007, l'association coordonne le créneau Accord, tourbe et agro-environnement. Les créneaux Accord, il y en a plusieurs au Québec. C'est une stratégie du gouvernement provincial pour stimuler l'économie québécoise. Okay. On parle d'économie, mais dans le cadre de l'émission aujourd'hui, on a vu tout l'aspect aussi là, de l'utilisation des tourbières, mais aussi restauration. Vous avez parlé tout à l'heure de l'Association des producteurs de tourbe horticole du Québec. Quel est le rôle de l'association exactement? Son rôle, c'est de représenter les membres, de promouvoir les bonnes pratiques à l'intérieur de l'industrie. Okay. Et d'accompagner les entreprises là, dans plusieurs projets, soit des projets d'innovation ou des projets de communication. Au niveau de toute l'organisation, il y a beaucoup d'argent qui a été investi au courant des dernières années en recherche. Comment vous travaillez avec tout ça et qu'est-ce qui se passe de façon concrète? Les industriels de la tourbe ont investi plusieurs millions de dollars là, depuis 1992, entre autres pour supporter une chaire industrielle en aménagement des tourbières. À l'heure actuelle, en 2013, la chaire est à son 3e renouvellement quinquennal. Donc, il y a plusieurs travaux de suivi et de recherche qui touchent l'aménagement de la tourbière elle-même, les flux de carbone et tout le suivi de l'hydrologie du site aussi. Okay. Vous avez parlé aussi tout à l'heure de carbone, parce que dans une tourbière, bien sûr, c'est un endroit idéal pour ce qu'on appelle la capture du carbone. Quand on fait l'exploitation, est-ce qu'on ne remet pas justement en circulation ce carbone-là? Comment on arrive à organiser le tout? L'exploitation des tourbières amène en effet un changement dans le cycle du carbone de la tourbière. Donc, pendant une période de 25, 35 ans, 40 ans, peu importe, là, tout dépendant de la profondeur de tourbe du site, on va aller récolter la tourbe et le site ne sera plus un endroit où le carbone va être capté. Pendant cette période-là, il va y avoir plutôt des émissions de carbone qui vont être faites. Par contre, à la fin, donc, tous les travaux de recherche de l'Université Laval là, des dernières années, il y a eu beaucoup d'emphase mis sur justement la gestion du carbone. Donc maintenant, on sait qu'après avoir restauré un site, le site redevient un endroit de captage de carbone. Le site redevient un puits de carbone. Un puits de carbone. Okay. Donc, il va pouvoir continuer à jouer son rôle écologique à ce niveau-là. Et les mesures de captation de carbone qu'on voit, le site, comme il est fraîchement restauré, devient vraiment efficace au niveau de la captation de carbone. Les taux de captation sont plus élevés qu'une tourbière naturelle mature. Donc, on rafraîchit le site, on va stimuler la croissance des plantes et
par conséquent la captation du carbone. Vous avez expliqué, Mme Potvin, justement, que les producteurs de tourbe sont là pour faire l'exploitation des tourbières. Il y a certains avantages, dans certains cas, à faire l'exploitation de la tourbière. En fait, je pense que la solution réside dans une gestion responsable et intégrée des tourbières. Au Québec, l'utilisation de la tourbe sert principalement en horticulture. Donc, on parle de production de plantes, de fruits, de légumes. Donc, on utilise une ressource naturelle qui est présente dans notre environnement. Puis, l'utilisation va permettre d'améliorer l'alimentation, la croissance de plantes et l'efficacité énergétique dans les serres. Donc, on arrive avec un usage qui est, moi, je dirais, noble. L'usage du produit final, pour moi, est primordial. Au niveau de l'Association des producteurs de tourbe, il y a eu un positionnement clair en faveur d'utilisation de la tourbe en horticulture, parce qu'on considère que c'est le meilleur usage pour la tourbe. Il y a quelques autres usages au niveau des produits environnementaux qui sont fort intéressants, mais je dirais que l'essentiel de la production au Québec est destiné pour l'industrie séricole. On parle de production de fruits, légumes, plantes ornementales. La tourbe a fait ses preuves depuis plusieurs années. C'est un excellent substrat de culture pour les végétaux. Plusieurs avantages, rétention d'eau, aération des sols. Ça permet aussi d'avoir des croissances de plantes plus efficaces, donc de réduire les temps de croissance des plantes. Donc, on réduit la consommation énergétique par produits qui sont développés. Vous parlez au niveau de... la tourbe a une importance au niveau de la culture, mais elle-même, lorsqu'on la retrouve en milieu naturel, à force d'accumuler justement une partie de la plante, de la sphène qui va se dégénérer et qui va faire l'accumulation de tourbe, une tourbière qui est non exploitée, ça n'a pas beaucoup d'avantages non plus jusqu'à un certain point. Il y a des services écologiques qui sont rendus par les tourbières qui sont vraiment importants. On parle de captation de carbone principalement, là, donc c'est un enjeu important dans les années actuelles là, au niveau des changements climatiques. Donc, cette importance-là, on la connaît et c'est pour ça que la restauration des tourbières se fait à la fin des cycles de production. Donc, la gestion responsable est un élément clé pour s'assurer d'avoir une bonne gestion des tourbières. Donc, actuellement, au Québec, quand les producteurs font la demande pour avoir un permis d'exploitation de tourbière, l'obligation de restaurer vient avec. Okay. Donc, chaque hectare de tourbière qui est ouvert en 2013 va être restauré par la suite. Okay. Donc ça, c'est une manière pour l'industrie d'assurer le renouvellement des écosystèmes. Donc, on fait un emprunt du site, on va aller prélever la ressource, mais les fonctions écologiques vont être remises en fonction à la fin par les travaux de restauration. Au niveau statistique, Mme Potvin, au niveau producteurs et superficie qui exploitées ou non exploitées ou qui pourraient être exploitées, ça ressemble à quoi du côté québécois? Donc, au niveau du nombre de producteurs au sein de l'association, on compte 9 entreprises qui font la production de tourbe. Les superficies qui ont été ouvertes depuis le début des années 30, parce que c'est pas mal dans ces années-là que la production de tourbe a débuté au Québec. On parle d'une utilisation de 8 200 hectares. Selon le ministère des Ressources naturelles, le Québec compte plus de 8 millions d'hectares de tourbières. Puis on en exploite 8 000? 8 200 qui ont été ouverts depuis 1930. 8 000, ouais. Donc, ce n'est pas une grosse proportion qui a été utilisée par la production de tourbe. Les principaux utilisateurs de tourbières, si on peut dire, là, les principales modifications anthropiques amenées aux tourbières, c'est beaucoup plus les barrages hydroélectriques qui ont utilisé les plus grandes superficies. On parle aussi du drainage pour la sylviculture. Donc, qui ont des impacts, qui ont utilisé beaucoup plus de superficie que la production de tourbe. Donc, sur ces 8 200 hectares-là qui ont été utilisés,
À l'heure actuelle, il y en a 1600 hectares qui ont retrouvé une nouvelle vocation. Donc, on parle de restauration en tourbière typique, ou bien production de petits fruits. Donc, on parle de bleuets principalement, donc, qui peut être une autre vocation pour la tourbière. Et la sylviculture, la production d'arbres forestières. En fait, la vocation, la deuxième vocation de la tourbière dépend un peu de comment la tourbière a été exploitée. À l'heure actuelle, les travaux d'exploitation se font de sorte à favoriser la restauration à la fin. Okay. Mais il y a 40, 50 ans, les mentalités étaient autres. Donc, il y a certains sites que, à l'heure actuelle, ce serait difficile de restaurer en tourbière. Donc, on leur donne une autre vocation environnementale. Donc, la production d'arbres peut être une voie facile pour certains sites. En terminant, Mme Potvin, les défis pour les prochaines années au niveau des exploitants ou de votre organisation, ça serait quoi? L'accessibilité à la ressource, je dirais, principalement. Donc, de maintenir un accès au site de récolte. Okay. Donc, tout à l'heure, je parlais que le développement de l'industrie se fait en partie sur les terres publiques. Donc, tous les processus nécessaires pour avoir accès à la ressource. Donc, ça, c'est un enjeu. Pour les industriels également, c'est un produit qui est exporté. Donc, toutes les variations, les fluctuations au niveau de la valeur du dollar, ça devient un enjeu nécessairement pour l'industrie. Également, le transport. Donc, l'enjeu du transport, l'impact économique et environnemental du transport de la matière. Donc, c'est un enjeu, c'est un des enjeux importants. Nous en savons maintenant un peu plus sur la récupération et l'utilisation de la tourbe. Et on vous invite à être des nôtres la semaine prochaine pour la dernière émission de la 7e saison du Pied ferme. Avec plus de 3700 membres et ses 5 divisions en constante évolution, Groupe coopératif Dinaco de la Pocatière est une coopérative innovante. Groupe coopératif Dinaco, partenaire officiel de l'émission Le Pied ferme. La Financière agricole du Québec est une organisation de première ligne dans le développement du secteur agricole et agroalimentaire au Québec. La Financière agricole du Québec, 1-800-749-3646.